Donc merci pour cette introduction. Donc voilà, je pense que l'objectif de la table ronde a été clairement défini. Donc on va pouvoir commencer directement avec un déroulé des faits, en commençant par le commencement, c'est-à-dire la création de Minute Buzz en 2010. Alors je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Donc Minute Buzz, on a lancé ça en 2010. Avec Laure, c'est notre deuxième boîte. La première boîte, on va pas en parler, elle n'a pas marché, mais elle nous a permis de nous lancer sur une deuxième. Donc en novembre 2010, on lance Minute Buzz avec une promesse qui n'a pas changé, d'être une sorte de journal des bonnes nouvelles. Bon, à l'époque, quand on regardait la télé et la presse, on pensait que tout allait mal. Donc au final, on a rejoint TF1, mais globalement, on est un journal des bonnes nouvelles. On est parti à 25 ans avec zéro, donc comme j'imagine beaucoup de jeunes entrepreneurs dans cette salle. On a connu des déboires. En 2012, on a failli y passer, on a frôlé le dépôt de bilan, on a connu nos premières restructurations, ce qui a été une expérience très difficile, mais nous a appris aussi que la rentabilité, c'est important. Donc même si de nos jours, on parle plutôt de levée de fonds que de rentabilité dans l'écosystème, mais être rentable, c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué à cette époque. C'est suivi des années plutôt intéressantes. En 2014, on lève 1 million d'euros pour structurer la société, voilà, montrer qu'on en avait sous le capot, embaucher des seniors. Quand je dis seniors, c'est des gens de 30-35, on va dire, à l'époque. Les réseaux sociaux commencent à exploser à cette époque. De 2015 à 2016, c'est vraiment les années assez incroyables. Pour vous donner un ordre d'idée, on gagnait 1 million de visites par mois en moyenne pour arriver à 20-25 millions de visites mensuelles sur notre site, parce qu'à l'époque on avait un site, pour finir dans le top 100 des sites d'actu. Et en 2016, c'est une année très importante pour nous avec deux éléments cruciaux. Le premier, c'est qu'on a décidé de fermer notre site internet. Donc on s'est dit que les jeunes n'iraient plus sur internet, mais iraient dans les plateformes sociales. C'était en septembre 2016 et on est devenu 100% social et 100% vidéo. Et 2 mois après, on a annoncé donc notre incroyable pari que TF1 devenait actionnaire majoritaire de TF1. Le communiqué de presse, il est disponible en ligne, vous pouvez le trouver, il s'appelle L'Incroyable Pari. Je vais vous résumer un peu l'essence de ce qu'il y avait à l'époque. Pourquoi incroyable? Déjà, on disait que c'était par son côté David et Goliath, donc la boucle est bouclée parce que maintenant on fait l'événement final là-dessus. Le 1er décembre 2016, on annonce que TF1 devient l'actionnaire majoritaire de la société, avec un pari qui était assez simple, qui était d'allier la puissance d'un grand groupe télé avec l'agilité de Minute Buzz pour aller à la conquête des millennials. Donc ce mot, on l'emploie plus trop, mais à l'époque, c'était un peu le mot-clé. Les 18-35 ans, on va dire, avec l'ambition de créer un TF1 de demain, l'ambition de donner une autre envergure au programme de TF1. Et bien sûr de continuer à devenir le leader de ce qu'on fait, donc des vidéos éditoriales, mais aussi des vidéos de marque. Et encore aujourd'hui, avec du recul, on pense qu'on était persuadé que c'était vraiment un marché porteur et que tout le monde pouvait y gagner à l'époque. Après, je vais prendre un peu la parole sur l'architecture du deal qu'on a fait avec TF1. Ça nous paraît très important de le partager à tous. Et Thomas interviendra sur les éléments techniques pour donner quelques conseils. Le premier point important, c'est qu'il y avait un fort intuitu personae. Nous avions choisi de nous marier avec TF1 du fait de relations fortes avec certaines personnes de TF1, établies depuis 2015. C'est cet aspect qui a fait basculer notre choix vers TF1, plutôt par exemple que M6. Ils connaissent nos situations personnelles, ils promettent de nous protéger pendant ces 3 ans, ensemble. Le deuxième point important, c'est que en fait, depuis 2012, nous étions minoritaires, mais nous avons toujours été très autonomes dans nos choix de management, de dirigeants. Et donc, TF1 a respecté ça en nous laissant une grande autonomie dans notre gestion, tout en étant minoritaires. Et vraiment, sur ces 2 ans et demi ensemble, presque 3 ans, ils ont vraiment toujours respecté cet accord-là, qui est parfois difficile pour un grand groupe. Le troisième point, c'est que nous avons fortement valorisé notre société en 2016. Elle est valorisée à l'époque plusieurs millions d'euros au moment du deal, pour entre autres permettre aux business angels et aux fonds, on avait un fonds d'investissement, une sortie par le haut. Le quatrième point, c'est assez dense, vous verrez, mais ça nous paraît très important. Le quatrième point, c'est qu'on a écrit un business plan sur 3 ans, 2017-2019, qui était ambitieux, qui a été co-conçu avec TF1 et le banquier d'affaires, et surtout qui a été contractualisé, donc il était dans le contrat, avec un objectif de x5 sur le chiffre d'affaires. Ceci grâce à des fortes synergies entre TF1 et Minute Buzz, et un investissement financier de la part de TF1. Et il nous paraît important de préciser ici que ce business plan, qui était contractualisé, en fait, nous n'y ferons plus référence pendant les 3 ans, puisqu'il y avait un budget annuel qu'on approuvait avec TF1 chaque début d'année, et qui était devenu notre objectif. Le cinquième point, c'est il y a une formule de calcul qui est définie pour la vente des actions des fondateurs en 2020. Et cette formule de calcul, c'était un multiple des bénéfices de l'année 2019. Et c'est vraiment qu'un seul indicateur.
Et le dernier point, c'est qu'en 2020, ce devait être une vente et non, excusez-moi du vocabulaire technique, un earn-out. C'est-à-dire qu'il nous reste en fait la majeure partie de nos parts à vendre et non une part résiduelle. Nous croyons dans l'aventure, nous empruntons, Maxime et moi, de l'argent pour racheter nos business angels au même prix que TF1 et nous gardons nos parts pour nos 3 années supplémentaires. Voilà, je pense que, je ne sais pas si vous m'entendez, si le son est assez fort. Voilà. Là, il y a évidemment énormément de sujets qui sont intéressants et qui ne sont pas uniquement liés à l'aventure de Maxime et Laure, mais des problématiques qu'on retrouve évidemment dans ce genre d'opération où un grand groupe industriel finalement vient prendre le contrôle d'une start-up. Et il faut bien voir les enjeux liés à la présence d'un industriel qui est très différent des enjeux liés à la présence d'un investisseur financier majoritaire. La première chose d'abord, c'est que quand un industriel vient prendre le contrôle d'une start-up, les fondateurs qui réinvestissent, et c'est important qu'ils réinvestissent parce qu'au final, c'est la preuve qu'ils croient au projet, qu'ils croient aux synergies, et c'est très important que les fondateurs réinvestissent à côté de l'industriel. Mais ce qui est important de retenir, peut-être pour ceux qui un jour se lanceront dans ce genre d'aventure, c'est que c'est l'industriel qui, à la fin de l'aventure, va faire la liquidité, qui va racheter les actions des fondateurs. Alors que quand c'est un financier, tout le monde pédale un peu dans le même sens, puisque l'objectif, c'est de valoriser au maximum la start-up, ou qui sera devenue peut-être une société plus mature, pour être revendue à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une divergence d'intérêts qui se cristallise immédiatement après l'opération. C'est qu'on va avoir finalement tout de suite un grand groupe industriel qui va racheter les actions du minoritaire et le minoritaire qui va vendre à l'industriel. Donc, il faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'on va tout de suite avoir cette espèce de divergence d'intérêts et on reviendra parce que ça a plein d'implications à la fois sur les critères qu'on choisit, mais aussi sur la structure de l'opération. Peut-être le deuxième enseignement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est ce qu'on recommande nous à nos clients, c'est que c'est au moment où on négocie avec l'industriel qu'on a le money time, qu'on a le rapport de force le plus important face à l'industriel. Parce qu'il est en compétition potentiellement avec d'autres financiers ou avec d'autres industriels pour racheter cette start-up, ou en tout cas en prendre le contrôle. Donc tout ce qu'on recommande, c'est à minima, c'est évidemment de vendre un maximum d'actions au moment où l'opération se réalise, même si encore une fois il est important de réinvestir aux côtés de l'industriel pour qu'on lui montre qu'on a confiance dans le projet. Donc c'est de maximiser la quotité des actions qui sont vendues, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas dans votre opération. Et à minima, si on n'a pas réussi à céder un maximum d'actions, à minima prévoir des mécanismes qui font qu'on aura un prix minimum garanti à la sortie, de sorte que ce conflit d'intérêts dont je parlais tout à l'heure va être au maximum atténué pour que la sortie se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc là, on part pour 3 ans avec TF1. Donc d'un coup, on a 3 ans pour y arriver, quelque part. Donc tout s'accélère. La fenêtre qui était un peu infinie, où on est avant TF1, on fait des rêves à 10 ans, on se dit que l'idée c'est de survivre et de continuer, et on verra bien plus tard. D'un coup, on n'a plus que 3 fois 12 mois pour y arriver, donc avec des objectifs ambitieux. On a extrêmement grossi en 2017, avec 115% de croissance sur les effectifs. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un CDI qui est arrivé dans la société toutes les semaines, chaque semaine, toute l'année. On a déménagé dans des nouveaux studios, on a aussi appris le métier de la vidéo, on a eu nos propres studios vidéo, donc c'était marrant parce qu'il y a 3 ans, on a acheté une GoPro. On a lancé pas mal de projets en 2017 parce qu'il fallait aller vite. On a des projets qui ont marché, comme Fresh, peut-être que vous connaissez, qui est notre média féminin. Mais c'était surtout des projets internes qu'on a lancés et non en synergie, parce qu'on reviendra plus tard, mais c'était au final plus compliqué que prévu. Le seul qu'on a lancé en synergie, c'était TF1 One, qui au final était un média d'actu, mais qu'on a dû fermer 12 mois après. On apprend aussi à bosser main dans la main avec TF1, parce qu'on avait nos commerciaux d'un côté et les commerciaux de TF1 de l'autre. Donc l'idée, c'était qu'ils bossent ensemble. Donc 2017 a été une année où on a appris à bosser ensemble. 2017, le chiffre d'affaires double, donc ce qui est intéressant, mais la rentabilité est tout juste positive. Quelque part assez logique dans ces périodes d'investissement où il faut aller vite, investir d'abord pour essayer de récolter les fruits après. Et 2017, c'est aussi un marché qui commence à être ultra concurrentiel, avec un Combini qui devient de plus en plus fort, avec des nouveaux entrants comme Brut, que vous devez connaître. Donc on investit beaucoup, mais on se dit que les mois sont comptés.
C'est toujours à moi. Le choc Facebook. S'il y en a qui travaillent dans l'écosystème digital, il y a Zuckerberg qui a lâché une bombe en janvier 2018. Il a dit on voit trop les médias et les annonceurs dans le flux, donc on va remettre la priorité aux amis et aux friends and family. Donc ça a été la douche froide pour tous les médias qui étaient sur les plateformes. On a tous perdu entre 20 et 80% de trafic, d'engagement, de vues. Il y en a qui ont déposé le bilan en France et aux États-Unis. Nous, on était parmi les plus protégés parce qu'on était sur de la vidéo. Et la vidéo reste le médium fort sur les plateformes. Mais ça a énormément secoué notre marché. Donc ça nous a secoué nous, mais ça a aussi secoué l'image qu'avait Facebook à l'époque. Donc ça a été une année, en tout cas 2018, qui a commencé de manière très compliquée. 2018, c'est aussi beaucoup d'équipes à accueillir. C'est beaucoup de clients parce qu'on fait une grosse croissance. Et la rentabilité s'échappe. Je suis complètement prise dans la gestion de la société au détriment de la gestion du commercial. En même temps, j'attends un bébé. Face à tous ces challenges, il faut nous réorganiser. Avec TF1, on décide d'embaucher une DG, qu'on remerciera ici, pour restructurer la société, continuer le reporting mensuel, me permettre de faire du commercial et préparer la transition 2020 avec TF1. La restructuration commence et durera 1 an. Moment très difficile humainement, on réduit nos effectifs, l'ambiance est compliquée et stressante pour tout le monde, car historiquement, nous sommes une société faite de gens en moyenne d'âge 27 ans et on est dopé à la croissance. Le moindre trou d'air est anxiogène. En parallèle du travail de notre DG, j'ai mon bébé et je reviens 1 mois après pour me concentrer 100% au commercial. Entre-temps, TF1 a racheté Au Féminin et met en route Unify, la nouvelle structure digitale de TF1. Cela a changé beaucoup de choses pour nous. Notre board, notre conseil d'administration change. Nous n'avons plus de membres du comité exécutif de TF1 dans notre board et on sent les premiers signaux d'un désintéressement de TF1 Pub envers nous. Pour finalement conclure sur 2018, on réalise une croissance de 5% sur le chiffre d'affaires, mais la rentabilité est négative. Année difficile, mais on repart pour une nouvelle année avec un nouveau budget 2019 validé ensemble avec TF1. TF1 nous encourage pour aller au bout de notre aventure entrepreneuriale. Je peux ajouter quelque chose, comme vous l'expliquent Laure et Maxime, pardon. Ce genre de projet repose essentiellement, enfin la réussite de ce genre de projet repose essentiellement sur la mise en œuvre de synergies. C'est-à-dire que l'industriel, quand il va s'approcher des dirigeants fondateurs, et avec évidemment beaucoup de bonne volonté, va leur indiquer que il y a beaucoup de valeur à créer parce qu'il y a beaucoup de synergies à mettre en œuvre entre l'industriel et la start-up. Et c'est comme ça aussi que le groupe industriel, en projetant de belles créations de valeur grâce à la mise en œuvre de ces synergies, c'est aussi comme ça que le groupe industriel arrive à convaincre les dirigeants de réinvestir beaucoup à côté du groupe industriel dans le nouveau projet. La difficulté ensuite, c'est la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'on a un grand groupe industriel qui a évidemment des préoccupations qui peuvent être évidemment beaucoup plus importantes que la réussite d'une start-up. Et ça, c'est la vie normale des affaires, si je peux dire. Un grand groupe industriel, quand il est coté, quand il a des comptes à rendre à ses investisseurs, peut avoir des priorités, des urgences à traiter qui sont beaucoup plus importantes que la réussite du projet avec la start-up. Alors même que pour les fondateurs, évidemment, c'est l'essentiel qui se joue à ce moment-là. Et dans ce cas-là, pour des raisons qui sont évidemment parfois totalement légitimes, l'industriel ne va pas déployer toutes les ressources ou mettre en œuvre toutes les possibilités pour réussir les synergies et pour créer de la valeur. Et là, la première victime, évidemment, c'est le fondateur, le dirigeant, qui a énormément investi dans ce nouveau projet. Donc la recommandation qu'on peut faire à ce stade, c'est évidemment, dans ce genre de rapprochement, il faut négocier et préparer une liste claire et précise et objective des synergies à mettre en œuvre. Et ça doit être non pas seulement être une intention, mais des vrais engagements pris des deux côtés d'ailleurs, tant par les fondateurs que par l'industriel. Ensuite, si l'industriel a d'autres priorités et change d'avis, c'est qu'il ne respecte pas son engagement et c'est au fond, on peut estimer que ça peut être son droit et sa priorité, mais dans ce cas-là, il faut prévoir des mécanismes qui indemnisent finalement les fondateurs de la start-up qui, eux, ne sont plus responsables de l'absence de réussite du projet. 3e année et dernière année avec TF1, donc coupé dans notre élan.
Les effets de la restructuration se font sentir. Gros travail de notre DG, des équipes pour avoir une société plus légère, donc pour renouer avec la rentabilité. On a aussi trouvé un triptyque qui marchait bien avec Laure 100% commercial, Sarah notre DG sur la partie gestion et moi sur la partie production et innovation. Un truc qui a aussi pas mal changé l'année 2019, c'est que Facebook a déployé l'AdBreak, qui est un nouveau revenu publicitaire pour les médias, qui s'appelle Pause Pub en français, c'est les coupures pub que vous avez dû voir sur les vidéos quand vous regardez Facebook. Il le déploie massivement pour les éditeurs vidéo. On pensait que ça allait faire 10 000 $ par mois. Au final, on arrive à faire 100 000 $ par mois. Donc, on trouve un nouveau souffle avec ce business-là. 2019 est aussi une année où on est toujours indépendant et c'est un point qu'avait dit Laure. Ça nous permet d'aller sur TikTok où on fait un gros déploiement avec plus de 300 000 abonnés en 9 mois. Donc, le début d'année 2019, en tout cas, commence plutôt bien. À la fin du 3e trimestre, le 2 octobre 2019, tous les voyants sont au vert. Vertical Station renoue avec la rentabilité et vise 10% de croissance avec de nouveaux clients prestigieux. On s'est bien battu pour les avoir. TF1 reçoit un reporting mensuel de la part de notre DG, indiquant ses bons chiffres. Donc en fait, si on récapitule jusqu'à présent, on avait un deal ambitieux avec TF1 au début, avec des synergies qui étaient prévues. Elles n'ont pas toutes forcément eu lieu, mais même on a eu l'imprévu du changement d'algorithme avec Facebook en 2018, donc des chocs externes. Mais là, on est à 2 mois d'aujourd'hui et les voyants sont plutôt au vert, les choses se passent bien. Vous, en tout cas, vous êtes dans une relation de confiance avec TF1. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois pour arriver à cet aboutissement? Donc, c'est passé un moment très brutal et je donnerai l'image, je pense qu'elle est assez parlante. C'est comme si on était parti pour un marathon de 10 ans et qu'on est sur la ligne d'arrivée à 75 jours de la fin et qu'on est fauché non pas par le marché, non pas par les clients, non pas par les plateformes, parce qu'au final on a réussi à les éviter, mais qu'on est fauché par notre propre entraîneur. Et si c'est ce qui s'est passé en fait le 3 octobre. Le 3 octobre 2019, Unify veut nous voir. On pense que c'est pour parler de 2020. Ils veulent nous voir sans notre DG. On nous tend une feuille à lire, c'est la douche froide. Unify nous informe de leur décision de nous révoquer dans 1 semaine pour mauvaise performance 2018. Il y a 9 mois. On avait clôturé les comptes il y a 9 mois. Sous le choc, j'appelle les gens du COMEX chez TF1, j'ai leur portable à tous, on se connaît intimement, avec qui on a fait le deal. Personne ne nous répond, sauf une pour nous dire qu'elle est solidaire de la décision. On est complètement sonnés. Donc c'était un moment douloureux parce que c'était un jeudi et ce jeudi matin où on apprend ça, en fait, coïncidence ou pas, le soir même on avait l'apéro pour fêter nos super chiffres de 2019 et notre trimestre, donc on fait même une soirée avec nos équipes où on doit faire un peu poker face. Ça a été un moment assez particulier à vivre. Une semaine après, le 11 octobre, on va à la tour TF1, au 8e étage. C'est un étage qui est dénué de toute présence humaine. Ça, vous pouvez le savoir si vous allez chez TF1. Il y a seulement des tables et des chaises empilées. Les personnes avec qui nous travaillons depuis 3 ans votent pour notre propre révocation. On perd tout, 10 ans de travail, nos équipes, notre projet. Et pendant l'AG, TF1 envoie un mail à nos équipes avec pour objet « Nouvelle direction générale chez Vertical Station ». Fin de l'histoire, en tout cas pour l'instant avec TF1.